Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Bayonne en cette rentrée pour parler peut-être des résolutions que vous pourriez prendre et notamment pour combattre une addiction qui malheureusement touche nombreux d'entre nous puisque 24% des hommes, et on a des experts qui vont peut-être revoir ces chiffres, et aussi 4% des femmes sont touchées par cette addiction à l'alcool. Donc c'est d'alcool dont il sera question aujourd'hui sur cette émission. Marcel Ichou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur Campagne, Bonsoir. vous êtes responsable du service addictologie au centre hospitalier du Pays Basque, de la Côte Basque, donc un spécialiste de l'addictologie et notamment de cette addiction à l'alcool. Alors, on voudrait pendant cette émission aider les gens qui ont cette difficulté à faire cette démarche de sevrage, qui se savent atteints par la dépendance à l'alcool. D'abord, est-ce qu'on sait toujours si on est atteint ou pas de cette dépendance? Si on est dépendant à l'alcool. Si on est dépendant à l'alcool, est-ce qu'on le sait? Le patient en général le sait, même s'il n'en a pas conscience. Ouais. Après, le diagnostic n'est pas toujours évident. À notre niveau, au niveau hospitalier, il l'est. 99% des patients qui viennent en consultation sont dépendants. Après, dans des stades antérieurs, les médecins généralistes, l'entourage peuvent se poser des questions. Il y a des méthodes diagnostiques, des questionnaires, tout un ensemble de faits qui peuvent amener à ce diagnostic. Après, quant à le faire reconnaître par le patient, c'est pas toujours facile. Comment vous la définissez, la dépendance? La dépendance, ça peut se définir de diverses manières, mais c'est la perte de liberté d'arrêter de consommer. Celui qui est dépendant, c'est celui qui ne peut pas consommer, qui ne peut pas s'arrêter de consommer s'il le souhaite. Qui consomme tous les jours? Pas obligatoirement, il y a diverses formes cliniques, on n'est pas obligé de consommer tous les jours pour être dépendant. Ça, c'est effectivement une idée reçue qu'il faut combattre. D'accord. La dépendance, certains aspects font que les consommations peuvent avoir des complications médicales, sociales. Et sans consommation quotidienne, ça peut être uniquement le week-end, ça peut être par période. On voit des patients qui passent des semaines à consommer de manière massive et s'arrêtent brutalement, par exemple. Donc les formes cliniques sont très variées. Et quelqu'un qui boit régulièrement, tous les jours, relativement modérément, mais de manière assez conséquente, comment vous le qualifiez? Il n'est pas obligatoirement dépendant, s'il n'y a pas de toxicité, s'il n'y a pas de nocivité, s'il n'y a pas de conséquences négatives de ces consommations pour sa santé, pour Et le sa fait vie, de boire de l'alcool tous les jours au-delà d'une certaine dose? Oui, l'OMS dit qu'au-delà de... Mais ce sont des données Non, on est statistiques. bien d'accord. Ouais. De données statistiques populationnelles. On dit que non, mais au-delà de 4 verres par jour et pas plus de 4 verres par occasion de consommer, il existe une toxicité pour l'alcool, et 2 verres pour les femmes. Mais ça, c'est vraiment au niveau populationnel. Après, la sensibilité individuelle à l'alcool, il faut aussi en la prendre en compte. Alors là, on est là pour parler vraiment des gens qui sont dépendants et comme vous le disiez, qui sont privés de cette liberté, parce que je crois qu'il faut parler surtout en dehors de la nocivité pour sa santé, de ce que cela crée pour le dépendant dans sa vie au quotidien. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent vous voir et c'est pour cela que vous les traitez et qu'ils ont la démarche de venir vous voir, parce que c'est compliqué d'avoir la démarche et j'aimerais qu'on en parle de ça. Comment on vient vous voir? Comment on vient de voir ça peut être effectivement une démarche active d'un patient qui a pris conscience de sa dépendance et qui veut faire quelque chose pour lui-même, en particulier améliorer la qualité de sa vie. Malheureusement, à notre niveau, c'est relativement rare ce type de démarche. On voit malheureusement plus souvent des patients qui viennent sur injonction. Oui. Sur injonction. Alors, demande du conjoint. Ça peut être injonction familiale, ça peut être injonction de la justice, injonction du médecin du travail. Alors là, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que ça dénote un stade motivationnel du patient beaucoup moins avancé. Donc, ça veut dire des stratégies de prise en charge qui sont complètement différentes. À la limite, le patient le plus motivé, qui fait la démarche lui-même, il arrête de boire le jour où il a pris rendez-vous. Donc c'est assez étonnant de voir des patients, donc on s'efforce de les voir assez rapidement, parce que dans ce domaine-là, je pense qu'il faut réagir assez vite, mais les patients les plus motivés ont arrêté de boire à partir du moment où... donc ils viennent, ils viennent vous voir, ils ont pris rendez-vous. Oui, ils ont arrêté depuis plusieurs jours. Et alors comment vous les accompagnez? Parce qu'évidemment la grande peur, c'est ça, c'est comment réussir, un peu comme le tabac d'ailleurs, c'est très difficile de s'arrêter. Donc l'essentiel est déjà fait pour ces patients-là. Le sevrage est fait. Alors c'est manifestement un sevrage ambulatoire que le patient a fait lui-même, qui est souvent pas médicalisé. Si l'arrêt est relativement récent, on peut le médicaliser, donner un traitement symptomatique qui permet de passer les symptômes du sevrage physiologique.
Asymptomatique, pardon, messieurs, si vous pouvez c'est-à-dire ce manque, le manque. Syndrome de manque, voilà, c'est ça. C'est-à-dire un patient qui présente une dépendance physique à l'alcool, son organisme est habitué à fonctionner avec une dose d'alcool, et l'arrêt brutal de l'apport d'alcool entraîne un dysfonctionnement physiologique, en particulier au niveau cérébral. Et donc là, on traite les symptômes que tout le monde connaît, tremblement, sueur, etc. Donc on traite par des médicaments relativement faciles. Voilà, on traite les symptômes, c'est-à-dire on ne traite pas la maladie, on traite les symptômes. Donc ça, c'est la première phase quasiment. Voilà. Et il y a c'est le sevrage. C'est le sevrage et l'accompagnement après. Qu'est-ce que vous proposez pour aider ces patients? C'est là que les difficultés commencent. Le sevrage en lui-même, il pose rarement de difficultés, alors que pour beaucoup de patients, c'est le sevrage en lui-même qui est l'étape principale. En fait, ce n'est que le début de quelque chose. C'est le début d'une vie sans alcool. Donc là, il faut se remonter les manches et on est parti le patient en l'occurrence est parti pour beaucoup de travail. Donc là, il ne faut pas se... Et sur les populations qui viennent avec injonction, quels sont les résultats que vous avez sur ces populations? C'est toujours difficile. C'est mesuré? Vous arrivez à... C'est pas mesuré, je n'ai pas de données précises. Ce que je sais, c'est que dans ce domaine de la dictologie, on ne soigne pas quelqu'un contre son gré. Oui, c'est pour ça que je pose cette question. Donc nous, ça nous met toujours en difficulté de voir des patients qui se voient commander, entre guillemets, un arrêt, alors qu'ils ne sont pas prêts. Et en général, ce sont des gens qui ne sont pas prêts, puisque s'ils ont eu des ennuis, s'ils ont des conséquences négatives de leurs alcoolisations, c'est qu'ils n'en ont pas véritablement pris conscience, et donc ils sont loin de vouloir se lancer dans une démarche de sevrage. Donc pour nous, c'est difficile. Après, il y a des techniques qu'on appelle les entretiens motivationnels. D'abord, on pose un diagnostic, avantages, inconvénients de la conduite d'alcoolisation, donc diagnostic motivationnel, et puis éventuellement, on accompagne le patient vers une prise de conscience de sa maladie, de manière à ce qu'il participe à sa prise en charge. Vous considérez ça comme une pathologie? Oui, l'alcoolique, oui. Mais est-ce que vous faites passer ce message aux patients? Ah oui. De toute façon, la première chose à faire face à un alcoolodépendant ou son entourage, c'est d'expliquer ce que c'est que la maladie, qu'est la dépendance, ses divers aspects, physiologiques, mais aussi comportementaux, psychologiques, de manière à mettre les choses à plat et expliquer pourquoi tel soin, pourquoi telle ou telle démarche. Donc oui, effectivement, il faut expliquer ce qu'est la dépendance au patient. Et alors, cette dépendance, parce que vous parliez de cette méthode, cette période de sevrage qui est finalement peut-être pas la plus compliquée dans ce que vous expliquiez, est-ce que le plus compliqué, ça n'est pas effectivement reprendre une vie normale, c'est-à-dire finalement retourner un premier dîner chez des amis et dire je vais demander de l'eau pétillante? C'est cet accompagnement là aussi, il y a des méthodes, il y a des choses qu'on peut expliquer aux dépendants? Il y a des techniques d'entretien, des techniques psychothérapeutiques qui sont d'apparition relativement récente, qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, qui servent à aider le patient à réapprendre une vie sans alcool. Mais ce qu'il faut dire aussi aux patients, c'est que la vie sans alcool, c'est réapprendre carrément à réaménager sa vie. On vit autrement, forcément. C'est carrément vivre autrement, c'est-à-dire réaménager, entre guillemets, l'espace qu'occupait l'alcool dans la vie et qui était important. Le temps pour se le procurer, pour le consommer, être sous ses effets, récupérer de ses effets. Si on met bout à bout, c'est beaucoup de temps dans une... Ça peut occuper beaucoup de temps. Donc il faut apprendre à occuper ce temps au sens large du terme, c'est-à-dire trouver de nouvelles activités, réaménager carrément sa vie. Donc, vous préconisez d'éviter les situations, Guylaine parlait de dîner, vous préconisez vraiment d'éviter ces situations ou d'arriver à s'abstenir, y compris dans des situations à risque? Ce sont des accompagnements qui sont, je dirais, individualisés. Donc il y a diverses manières d'appréhender ce type de situation. Le plus important, c'est de les anticiper avec les patients. D'anticiper et de lui dire, vous allez vous retrouver face à telle situation, comment allez-vous gérer? C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les patients se présenter dans une situation et décider sur le moment. Parce que là, ça peut facilement déraper. Donc on essaie d'anticiper. Sachant que pertinemment que l'alcool est omniprésent dans notre société et que quoi qu'il en soit, un alcoolodépendant se retrouvera très 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 rapidement à l'alcool.
Alors, il faut qu'on l'apprenne à gérer. Justement, parce que je crois qu'on n'a vraiment pas fait le tour de la question, et messieurs, je vous remercie beaucoup. On poursuivra cette émission fort intéressante en parlant de comment aider les aidants, et notamment vous, les familles, les conjoints, les amis, qui pouvaient aider cette personne qui pourrait être atteinte de cette maladie. Sinon, je vous donne un numéro de téléphone qui est Écoute Alcool au 0811 91 30 30. Merci, à très bientôt.